Bonjour à toutes et à tous, vous le savez peut-être déjà, mais mon genre de prédilection c'est la fantasy. Ça a commencé avec les livres, et j'en parle même dans le mien de livres, et ça a continué avec le jeu de rôle sur table, les jeux vidéo, la bande dessinée, le cinéma, et un peu plus tardivement les séries. Et j'avais envie avec cette vidéo de faire un point, de faire un peu monter la hype autour des grandes séries, on l'espère en tout cas, de fantasy, qui arriveront dès cette année 2021, mais aussi jusqu'en 2023, voire au-delà. Et donc vous aurez les informations, petites ou grandes, qu'on a déjà sur ces différents projets, ainsi que mes attentes personnelles. Mais avant de nous lancer, je vous propose de découvrir une bande dessinée que j'ai sélectionnée personnellement. Certains vous diront que le genre super-héroïque est usé, qu'il a passé l'âge, qu'il déraille. Et ça tombe bien, c'est aussi le cas du super-héros de Furtif. Eh oui, quoi de plus ironique que de secouer les habitudes, que de renouveler le genre avec un Afro-Américain de 70 ans passé, ancien pompier, mais dont l'autre carrière, oui, de justicier se poursuit. Un justicier non seulement masqué, mais aussi ailé qui plane sur la ville de Détroit. Et cet homme a un fils, Tony Barber, qui est journaliste et qui est particulièrement attristé par la désolation qui règne sur sa vie. Et il découvre que son daron est non seulement atteint de troubles cognitifs qui semblent pointer vers la maladie d'Alzheimer, mais aussi qu'il dispose de l'armure super puissante de Furtif. L'idée initiale provient de Robert Kirkman, c'était dans un one-shot de 2010, sous l'incroyable trait de crayon de Marc Silvestri. Mais cette fois, Furtif revient dans une histoire complète en 6 tomes, maligne et mouvementée, qui nous permet de suivre en parallèle l'enquête menée par le fils et les déboires du père qui refuse de lâcher aussi bien sa ville que son costume. Il faut dire que son ennemi de 30 ans, la main morte, est loin lui aussi d'avoir lâché ses ambitions de contrôle sur Détroit. Furtif est un comics de super-héros différent, rythmé et touchant, qui vient trouver un ingrédient essentiel dans le destin de cette ville qui vient offrir son âme à cette histoire en guise de décor. Et si cette bande dessinée Furtif vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Alors je vous le dis, clairement l'idée n'est pas ici de déterminer qui sera le prochain Game of Thrones, parce que bon, on s'en fout un petit peu, ou tout du moins, il est impossible pour une série de venir occuper exactement le même champ culturel, la même place qu'a pu occuper précédemment une série, notamment un phénomène culturel, le terme n'est pas exagéré comme pour Game of Thrones. Mais voilà, bien sûr, il y aura de futurs champions de la fantasy, on l'espère, et peut-être, sans doute, qu'il est parmi les séries dont je vais vous parler maintenant. Alors on va commencer relativement modestement, si les fans de Shadow and Bone me le pardonnent. C'est une série sur Netflix. Alors Shadow and Bone, vous avez déjà mon avis sur la première saison dans la vidéo que j'y ai consacrée sur cette même chaîne YouTube. Et puis donc on sait déjà qu'il y aura une saison 2, et je n'en attends pas grand chose personnellement de cette saison 2, même si ça peut toujours s'améliorer et qu'il y avait quelques éléments positifs, bien sûr, dans cette première saison. Un mot maintenant sur le projet de série Conan sur Prime Video. Ça va aller assez vite, malheureusement, puisque ce projet a été abandonné. C'est bien dommage puisque, à mon sens du moins, il existe là un grand potentiel. Encore faut-il pour cela ne pas s'arrêter au cliché du barbare décérébré et se plonger véritablement dans les écrits, les récits de Howard, qui recèle de véritables pépites, et tout un monde qui est prêt à nous éblouir sur grand ou petit écran. Parce que oui, chez Conan, on apprécie les incroyables et violentes aventures, mais aussi la confrontation d'un homme et de ses valeurs à une civilisation souvent décadente, avec des nuances et un regard acéré qu'on ne peut appréhender qu'en le lisant. Autre adaptation d'une œuvre littéraire à fort potentiel, il s'agit de celle de La Compagnie Noire de Glenn Cook. Cette saga a participé à poser les bases d'une forme de dark fantasy, et en 2017, on apprenait l'existence d'un projet auquel était associée Eliza Dushku. 4 ans plus tard, en 2021, alors que l'actrice principale est enceinte de son deuxième enfant, félicitations à elle, et que le showrunner prévu de base travaille sur Fondation pour Apple TV, on peut dire que ce projet autour de La Compagnie Noire est bel et bien enterré. Alors ne vous inquiétez pas, le reste de la sélection sera sans doute plus palpitant, mais je vais m'arrêter juste un instant sur Masters of the Universe Revelation, qui est ni plus ni moins que le renouveau de Musclor et Skeletor,
les maîtres de l'univers pour les connaisseurs, entre les mains de Kevin Smith. Très franchement, je suis loin d'attendre ce dessin animé avec impatience, disons plutôt une vague curiosité, forcément teintée de nostalgie, même si, enfant, ce sont surtout les jouets dérivés qui me plaisaient, plus que le dessin animé d'origine, franchement pas terrible, et pensé justement pour vendre ses jouets, comme beaucoup d'autres dessins animés. On sait que la tonalité sera un peu plus sérieuse et que l'animation sera bien meilleure. La série commence le 23 juillet prochain sur Netflix, et au casting vocal, on aura quand même Mark Hamill, Lena Headey ou encore Sarah Michelle Gellar, c'est pas mal. Restons chez Netflix avec un projet qui reste relativement vague autour de l'adaptation en film, en série, des Chroniques de Narnia. Ça a été annoncé en 2018 et 3 ans plus tard, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait quand même que le co-scénariste de Coco a été appelé pour l'écriture de cette adaptation des écrits de C.S. Lewis, mais au-delà de ces maigres informations, pas grand-chose à se mettre sous la dent. De fait, si ce projet se maintient, on ne verra rien avant 2022, voire sans doute 2023. Dernière chose à savoir quand même à ce sujet, Netflix a racheté l'ensemble des droits et pourra donc recuisiner tout ça à sa sauce, ce qui peut annoncer quelque chose de très bien comme de désastreux, on verra. De mon côté, il faut que je vous avoue que je ne suis pas plus intéressé que ça, mais bon, qui sait, peut-être qu'on aura une belle surprise. J'en viens maintenant à Donjons et Dragons, une licence qui devrait me réjouir en tant que fan et pratiquant de jeux de rôle sur table depuis maintenant plus de 30 ans. Et pourtant, je reste prudent, voire pessimiste, concernant le film et la série qui nous attendent. Concentrons-nous sur la série derrière laquelle on trouve Hasbro qui détient les droits de Donjons et Dragons et se lance donc plus sérieusement dans l'adaptation aux écrans après avoir racheté Entertainment One, une société de production pas spécialement fameuse de ce que j'ai pu en trouver. C'est Derek Kolstad, créateur et scénariste sur la franchise John Wick, qui a été recruté pour développer la série Donjons et Dragons. Kolstad était aussi scénariste sur The Falcon and the Winter Soldier, qui avait ses bons moments, clairement, mais aussi pas mal de lacunes. Alors on est là pour parler de série, mais vite fait concernant le film, qui est annoncé avec Chris Pine et Hugh Grant, pour ce qui est des acteurs les plus connus en tout cas. Alors j'ai lu le synopsis, et il ne me dit rien qui vaille, mais là on peut toujours croiser les doigts et espérer que ça se transforme en petit trésor. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que Derek Kolstad a pu travailler sur ce qu'on appelle la Bible de la série, en tout cas quelques lignes directrices, puisqu'il n'a pas voulu, j'avais vu ça dans une interview, se lancer dans un énorme document sans avoir plus de validation concernant la direction que pourrait prendre cette adaptation de cette franchise d'heroic fantasy au potentiel énorme, avec tout ce qu'on appelle une lore, un monde derrière ultra riche. Il y a des tas de mondes qui sont associés, qui ont été inventés pour Donjons et Dragons, donc il y a largement de quoi faire, mais encore faut-il faire bien. Et vous l'aurez bien compris, à titre personnel, je serais nettement plus rassuré si on avait par exemple HBO derrière ce projet, mais bon, que voulez-vous, on ne peut qu'espérer, alors que le D20 qui a été lancé pour la création de cette adaptation série de Donjons et Dragons continue de rouler. Espérons que ce soit un succès critique. Et d'ailleurs, si ce t-shirt vous plaît, vous le trouverez en description de la vidéo, avec des réductions et tout, livraison gratuite, faites-vous plaisir, c'est l'été. Ah oui, pour ce qui est de la date de Donjons et Dragons, il ne faut pas espérer voir quoi que ce soit avant 2022 au plus tôt. Même Disney Plus a son projet de fantasy avec la série Willow, et dans le cadre de l'écriture de mon livre Captain Popcorn Universe, qui est juste à côté de moi, je m'étais replongé dans de nombreuses œuvres, et j'avais notamment revu Willow, un film de 1988, et il m'avait semblé avoir étonnamment bien vieilli, avec ce casting bouillonnant, ce rythme trépidant et cette bande-son à l'avenant. On sait que Jonathan Kasdan, célèbre fils d'eux, à qui on doit notamment le script de Solo, le film Star Wars, a notamment travaillé sur celui du pilote de la série Willow. Bob Dolman, qui a écrit le film d'origine, sera producteur consultant, et Ron Howard, qui avait réalisé le film Willow en 1988, ne sera pas très loin non plus, même si ce n'est pas lui qui réalisera cette série. Initialement, c'est John M. Chu qui devait réaliser, mais il a dû abandonner ce projet pour des raisons de timing familial avec un enfant qui arrive, et c'est Jonathan Entwistle qui le remplace donc à la réalisation. Il est notamment connu pour la série anglaise disponible sur Netflix, The End of the Fucking World. Quant à Warwick Davis, il reviendra dans le rôle de Willow Ufgood, même s'il ne tiendra pas a priori le rôle principal.
L'histoire se déroulera bien des années après l'action du film, plus ou moins comme dans la réalité, j'imagine, et on a déjà une idée du casting réuni avec Kaylee Spaeny, Ellie Bamber, Erin Kellyman ou encore Ruby Cruz. Pour ce qui est du synopsis, il est notamment question de l'enlèvement d'un prince et de tout un groupe qui va se réunir pour aller lui porter secours, avec parmi eux une des servantes du palais qui va se découvrir un destin extraordinaire. Pour l'instant, la série est annoncée pour 2022 et ça semble plausible, sachant la machinerie de production que Disney a été capable de mettre en place au travers de la pandémie. Pour ce qui est de mes attentes personnelles sur ce projet, eh bien j'ai envie de dire que je suis curieux et plus optimiste que pour ceux que j'ai évoqués jusqu'ici. Revenons à Netflix pour évoquer The Witcher Blood Origin, une mini-série en 6 épisodes a priori qui devrait aller explorer les origines des sorceleurs 1200 ans avant l'action de la série principale The Witcher. Clairement, le monde du Witcher 1200 ans plus tôt, ce sera très différent de ce qu'on connaît dans les livres ou dans la série, dans le jeu vidéo, avec beaucoup d'elfes a priori, beaucoup plus qu'actuellement si j'ose dire, pas mal de monstres et quelques humains sans doute. En dépit de quelques rumeurs, il semblerait que Jason Momoa ne soit pas attaché à ce projet pour ce rôle du premier des sorceleurs, et il faut dire que The Witcher Blood Origin a même perdu assez récemment son actrice principale, donc c'est pas gagné. Tout ça pour dire qu'on n'est sans doute pas prêt de voir le bout du nez de cette série préquelle, si on veut, sur Netflix, et que la saison 2 de The Witcher devrait arriver bien plus vite, à tel point qu'on en parle tout de suite. Alors oui, c'est vrai, on n'a toujours pas de date qui a été annoncée pour cette saison 2 de The Witcher sur Netflix, même si on a eu un mini teaser ultra cut de 12 secondes qui a été diffusé le 11 juin. Alors de mon côté, je peux vous dire que je suis relativement convaincu que cette saison 2 arrivera toute fin 2021, en décembre a priori, et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera forcément début 2022. Il n'y aurait pas grand intérêt à ce que je vous résume ici mon avis sur la première saison de The Witcher, puisque j'y ai consacré toute une vidéo sur la chaîne. Et donc, que peut-on espérer pour cette saison 2 ? À mes yeux, la série conserve un certain potentiel dans la mesure où certaines des séquences de la première saison étaient très abouties, alors que d'autres faisaient pâle figure en comparaison. On sait notamment que les armures des Nilfgaardiens ont été améliorées, même si elles ne vaudront toujours pas les suggestions mises en œuvre par Thibaut Icarius de l'incroyable chaîne YouTube Histoire appliquée. Cette saison touchera l'adaptation des livres 2 et 3 et sans doute au-delà. On devrait notamment y voir l'entraînement de Ciri et commencer à deviner ou plus la menace que fait peser sur elle et sur le monde la mythique chasse sauvage. De mon point de vue, le casting était plutôt convaincant dans l'ensemble et je compte bien sur cette saison 2 qui a connu un long tournage, avec même une blessure pour Henry Cavill, pour nous proposer une version encore plus aboutie de cet univers riche et hostile, avec son lot de combats dantesques, de sorcellerie et de créatures abominables ou au contraire étrangement humaines. Ce qui semble clair, c'est que nous en saurons et verrons plus le 9 juillet à l'occasion d'une WitcherCon qui est co-organisée par CD Projekt Red, le studio bien sûr du jeu vidéo The Witcher, et par Netflix. Et si on parlait un peu maintenant de Prime Video avec l'adaptation ambitieuse d'une énorme saga littéraire, La Roue du Temps, The Wheel of Time, en anglais dans le titre, une saga de 14 tomes, des tomes épais, on parle de 1000 pages par tome au moins, voire 15 tomes si on compte un préquel. Cette saga créée par Robert Jordan est un énorme best-seller, notamment aux États-Unis. Elle est nettement moins connue en France, et cela peut notamment s'expliquer par une approche de traduction pour le moins chaotique entre plusieurs maisons d'édition, mais ça a été repris en main récemment, sachant que tout n'a pas encore été traduit en français. En tant que lecteur de la saga en version originale, pas le choix, je peux vous dire qu'il y a un énorme potentiel à condition d'adapter intelligemment ce matériau de base qui s'est parfois perdu sur les chemins de traverse de son propre récit, notamment à mi-parcours. La Roue du Temps, c'est de la high fantasy qui démarre dans le plus grand classicisme, mais parvient à saisir le lecteur grâce à certains de ses personnages, à une profusion d'antagonistes et de civilisations, et une idée aussi simple que géniale pour son système de magie et la façon dont il a chamboulé le monde. En résumé, dans ce monde, on a deux sources de magie, l'une accessible aux femmes, Seidar, l'autre accessible aux hommes, Seidin,
Et le petit problème, hein, c'est que le ténébreux, vous voyez de qui je parle, eh bien il a corrompu la source de pouvoir unique accessible aux hommes, et pour les quelques élus entre guillemets masculins qui ont la capacité d'y puiser, eh bien le destin est terrible puisque cette corruption va les mener inexorablement vers la folie et la destruction. Au casting, on retrouvera notamment l'excellente Rosamund Pike, que vous connaissez sans doute de Gone Girl de David Fincher, et elle aura un rôle de mentor pour des jeunes gens qui sortiront de leur petit bled paumé pour aller découvrir un vaste monde. Daniel Haney sera Allan Mandragoran, un personnage que j'adore. Joshua Stradowski sera Rand Altor, le personnage principal, et je vous laisse découvrir les autres rapidement. Il faudra vous habituer à de nombreux noms si vous vous lancez dans cette aventure. Le showrunner n'est autre que Rafe Jenkins, et on sent déjà un immense respect pour l'œuvre originale dans toute sa démarche. Gage de qualité, a priori, on retrouve dans des rôles de consultants Harriet McDougal et Brandon Sanderson. Harriet McDougal est la veuve du créateur et de l'auteur principal de La Roue du Temps, Robert Jordan, qui avait malheureusement été rattrapé par la maladie et n'avait pu achever son œuvre, avec un travail de titan bien sûr, qui a échu à Brandon Sanderson, qui s'en est acquitté avec les honneurs et même plus, parce que la conclusion de la saga est vraiment excellente, et donc ces deux personnes, qui sont deux grands spécialistes bien sûr de l'œuvre, sont consultantes sur la série, ce qui est plutôt bon signe. On sait enfin que la série a déjà été validée pour 2 saisons, il pourrait y en avoir bien plus si le succès est au rendez-vous, 2 saisons qui devraient comporter chacune 8 épisodes. On n'a pas encore de date officielle de diffusion, mais j'espère que la diffusion de la première saison pourrait commencer fin 2021, sachant que généralement Amazon va diffuser 1, 2 ou 3 épisodes, et puis ensuite les suivants sont à un rythme hebdomadaire, ce qui est plutôt pas mal. Je peux vous dire que personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir le résultat, d'autant plus quand on sait que certains des réalisateurs qui ont été recrutés pour la saison 2 ont été vraiment bien impressionnés par le visuel finalisé sur certains éléments de la première saison. Vous le saviez, inévitablement j'en viendrai ici à parler des spin-offs de Game of Thrones qu'on attend sur HBO. Enfin, je dis les spin-offs, mais le seul en cours de tournage actuellement, c'est bien sûr House of the Dragon, avec une action qui se déroule 170 ans environ avant celle de Game of Thrones. Alors oui, je sais, pas mal de monde a été déçu par la saison 8 de Game of Thrones, blablabla. Moi aussi, vous savez, j'ai été en partie déçu par certaines décisions, mais ce n'est pas la question. On peut très bien avoir une série de grande qualité située dans cet univers, et je suis sûr qu'une fois que la diffusion aura commencé, si cette qualité est au rendez-vous, les gens fermeront leur clapet et se plongeront dans l'histoire en oubliant les quelques déceptions passées. Clairement, le potentiel public serait plus puissant si la fin de Game of Thrones avait fait le consensus, mais je crois encore fortement au potentiel de ce House of the Dragon qui s'annonce solide en termes de scénario et visuellement splendide. Pour rappel, il s'agit ici d'adapter Fire and Blood de George R.R. Martin, bien sûr, mais qui a l'originalité de se présenter comme un récit historique, celui consacré à la famille des Targaryens. Plus spécifiquement dans la série, c'est la période de la danse des dragons qui sera développée, une période de déchirement interne à la famille, autour bien sûr de la question de la succession au trône. Et oui, bien sûr, lorsque les deux camps ont des dragons, ça peut vite partir en cacahuètes grillées. Il faut savoir que les showrunners Weiss et Benioff, connus pour Game of Thrones, n'ont absolument rien à voir avec ce projet. Ici, le duo de showrunners, ce sera Ryan Condal et Miguel Sapochnik. Sapochnik, c'est bien sûr le réalisateur des épisodes Hard Home, La bataille des bâtards, et les 2 grandes batailles de la saison 8 avec les épisodes 3 et 5. Il ne sera pas seul à la réalisation puisqu'on retrouvera aussi des gens qui ont fait leurs armes sur The Witcher, Banshee ou encore The Alienist. Quant à Ryan Condal, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il aime la SF et la fantasy. Il a notamment travaillé sur la série de SF Colony et également sur les films avec Dwayne Johnson que sont Hercule ou encore Rampage. Il avait aussi travaillé sur le projet de série Conan, celle que j'évoquais en début de vidéo qui a été annulée par Prime Video, ainsi que sur un reboot de Highlander. En gros, vous l'aurez compris, il a encore certaines preuves à faire, ce Ryan Condal, mais avec ce House of the Dragon, il me semble qu'il a l'occasion de faire aboutir enfin un immense projet. Et il faut surtout ajouter que Ryan Condal est un énorme fan de l'univers du Trône de Fer et qu'il voulait initialement adapter Dunk and Egg
ou Les Aventures du Chevalier Errant en version française. Cette série, cette adaptation de Dunk and Egg verra peut-être le jour, mais on sait que J.R.R. Martin est assez réticent puisqu'il aimerait ne pas faire comme pour Game of Thrones et pouvoir terminer ses livres avant qu'une série ne vienne le rattraper. En parlant de J.R.R. Martin, il faut aussi souligner qu'il est producteur exécutif sur la série House of the Dragon. Oui, on sait, il fait trop de choses en même temps. Dernière information concernant l'équipe réunie derrière la caméra, on sait que pour la bande originale de House of the Dragon, Ramin Djawadi va revenir, et s'il y a bien une chose qu'on ne pourra jamais enlever à Game of Thrones, c'est l'incroyable réussite de sa musique. Outre des saisons ultra réussies, des personnages vraiment géniaux, des interprètes incroyables, enfin bon, on va pas cracher sur Game of Thrones, c'est bon. Du côté du casting, c'est évidemment prometteur et on peut supposer que s'il fallait désigner un personnage principal, ce serait sans doute le prince Daemon Targaryen, un filou excellent combattant et homme aimant s'affranchir des règles. Et sans doute pas qu'un peu dingue, ce qui n'est pas peu dire quand on connaît le pédigré des Targaryens. Il s'agira de toute évidence d'une histoire chorale avec des lignes déjà parfaitement définies, puisque Fire and Blood est déjà écrit, donc pas vraiment de crainte a priori pour la conclusion de cette série. On peut aussi supposer que le format du matériau d'origine, ce récit historique fictif et non pas roman, laissera sans doute plus encore de liberté d'adaptation dans les importants détails de cette terrible guerre civile. House of the Dragon est attendu sur HBO et donc a priori en France sur OCS, mais ça reste à voir, d'ici 2022, sachant que d'autres spin-off Game of Thrones sont eux en cours d'écriture. Il s'agit notamment de 10,000 Ships avec l'histoire de Nymeria qui se situe 1000 ans avant les événements de Game of Thrones. Et donc cette histoire des Roynards qui doivent prendre 10 000 bateaux pour tenter d'échapper aux Valyriens qui leur ont mis une déculottée dans une guerre grâce à leurs dragons. Et donc ces Roynards menés par la princesse Nymeria, eh bien ils vont en partie façonner l'histoire de Dorne en arrivant à Westeros. Et donc ça peut être très prometteur. On a aussi 9 voyages autour des périples marins de la jeunesse de Corlys Velaryon ou encore Flea Bottom autour du quartier malfamé de Port-Réal. Et on peut supposer que le succès de House of the Dragon pourrait être déterminant concernant la mise en chantier véritable d'un ou plusieurs autres spin-offs. Et oui, il est plus que temps maintenant d'en venir à la série à laquelle vous avez pensé peut-être en premier lieu lorsque vous avez lu le titre de cette vidéo, à savoir celle qui va se dérouler dans les terres du milieu, mais pas que, et qui est donc la série Le Seigneur des Anneaux, même si ce n'est pas le titre officiel bien sûr, qu'on retrouvera sur Prime Video. Le budget pharaonique de cette série a déjà fait couler beaucoup d'encre numérique, je ne vais pas m'y appesantir. Rapidement, pour rappel, 250 millions de dollars rien que pour les droits, et au total, en tout cas pour l'instant, on serait environ à 1 milliard de dollars. On peut donc dire que s'il y a échec de cette série, ce ne sera pas faute de moyens financiers. On sait par ailleurs que 2 saisons sont déjà validées et que l'objectif serait d'en produire au moins 5. Initialement, des sites annonçaient 20 épisodes pour la première saison, ce qui me paraissait énorme et donc douteux, et des informations plus récentes et plus solides viennent plutôt indiquer 8 épisodes pour la première saison, sans vraiment se prononcer pour le décompte de la deuxième ou des suivantes. Même si cette série n'a pas encore de titre, elle a déjà un synopsis, on sait qu'elle se déroulera au deuxième âge, ce qui est particulièrement intéressant, sachant que ce deuxième âge couvre pas moins de 3441 ans, avec des myriades d'événements, donc il y a de quoi faire. Si je devais parier, je dirais que l'action de cette série commencera autour de 600 ou 750 du deuxième âge, donc, puisque 600 marque le retour des Numénoréens sur les terres du milieu, et 750 c'est la création par les elfes Noldor de la région d'Eregion. En effet, il me semble assez évident que grandeur et chute de Numénor aussi bien que de l'Eregion seront au cœur de cette série. On sait notamment que Galadriel sera un des personnages importants de cette série, et en effet elle était l'une des figures marquantes de cette époque, avec entre autres Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor, ou encore Gil-galad, le haut roi des Noldor. À propos de Gil-galad, il est aussi fort possible que la série aborde la fondation de Lindon, qui avait marqué la première année du deuxième âge, sachant que Lindon, c'est tout ce qui est resté de la région qu'on appelait le Beleriand au cours du premier âge,
et qui avait été dévastée durant les incroyables guerres menées contre Morgoth. Si je devais parier, je dirais que la première saison pourrait éventuellement se terminer sur l'acceptation de l'offre d'Anatar par les elfes d'Eregion, ce qui aboutira ensuite à la création des fameux anneaux de pouvoir. Les talents réunis autour de cette série sont tout simplement trop nombreux pour les citer tous. On a J.D. Payne et Patrick McKay qui seront showrunners et ils annoncent déjà se sentir comme Frodon et Sam quittant la comté avec cet énorme fardeau, et on les comprend. À l'écriture, on a des talents issus de Game of Thrones, Hannibal, Toy Story 4 ou encore Breaking Bad. À la réalisation, on a notamment J.A. Bayona, Wayne Cheyip ou encore Charlotte Brandstrom. Aucune certitude bien sûr, mais il me semble qu'il faudra attendre 2022 pour la première saison de cette série Seigneur des Anneaux, puisqu'il me semblerait plutôt maladroit de lancer simultanément fin 2021 cette première saison très attendue et la première de La Roue du Temps, puisqu'on est quand même sur de la fantasy dans les deux cas, elle pourrait se tirer dans les pattes. De toutes les séries de fantasy à venir sur les prochaines années, c'est très clairement celle qui concerne le Seigneur des Anneaux, son univers, vous l'aurez compris, qui me rend le plus curieux. J'ai vraiment très envie de découvrir ce que ça donnera. En plus, on a un casting avec énormément d'acteurs assez peu connus, ce qui est un pari plutôt intéressant, je pense. Alors on sait aussi que Peter Jackson, qui avait été pressenti et vaguement évoqué, ne fait pas partie des consultants. Peter Jackson, bien sûr, le réalisateur des 2 trilogies, il a dit qu'il préférait pour une fois découvrir une adaptation de Tolkien en tant que simple spectateur, et on peut le comprendre. Alors oui, au passage, j'ai entendu ces rumeurs, ces protestations autour de scènes de nus qui seraient apparemment dans la série Seigneur des Anneaux, mais pour l'instant je m'en contrefiche puisqu'on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Je ne vais pas commencer à m'exciter pour un truc sans savoir de quoi on parle. Malheureusement, et vous y avez peut-être pensé si vous avez lu mon livre Captain Popcorn Universe, toujours pas de projet d'adaptation solide concret autour d'une de mes sagas de fantasy préférées, celle des 9 princes d'ambre de Roger Zelazny. Ce qui est une hérésie, puisque ça donnerait une série incroyable. Alors vous pouvez toujours, bien sûr, je vous le recommande plus que chaudement, lire Les 9 princes d'ambre. Et par contre, on a un projet du côté de chez HBO, d'adaptation d'un autre roman de Roger Zelazny, Road Marks, avec J.R.R. Martin qui est encore dans le coup, ne commentons même plus. Et bon voilà, on verra ce que ça peut donner, c'est plus de la SF que de la fantasy. Et j'espère, quoi qu'il en soit, que cette vidéo vous a donné envie de découvrir toutes ces incroyables, on l'espère du moins, séries qui vont arriver dans les mois, les années à venir. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne vous abonnez pas à la chaîne, je serai obligé de couper votre accès à toutes ces séries. C'est comme ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!